Salve, salve, je m'appelle PS, soyez encore les bienvenus dans mon balado 1 minute là, on jase politique parce que comme vous le savez, c'est vendredi, puis vendredi on parle, on jase, puis on va voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre politique cette semaine et comme je vous avais dit, notre balado c'est composé d'un bloc. Le premier bloc c'est Réal politique. Pour Réal politique, on va parler vraiment d'un sujet qui a occupé vraiment les scénarios pendant les scénarios politiques québécois toute la semaine, c'est un peu Gabriel Nadeau-Dubois et la saga de Québec solidaire. Mais moi, je vais prendre un angle plus intéressant, c'est qu'il prépare sa porte des partis. Donc, il fait comme un genre de ultimatum, mais il fait un genre de préparer sa porte de sortie si jamais il n'arrive pas à voir ce qu'il veut. Mais on va commenter ça plus en détail tantôt. Une autre chose, on va parler sur politique virtuelle. Politique virtuelle, on va parler sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau de très intéressant sur M. Dubé qui avait un clin d'œil parce que pour ceux qui ne le savent pas, lui, il prépare, il fait aussi, il produit des sirops d'érable. Et puis avant la sortie de ses Top Gun, il a fait une sortie très intéressante au niveau des réseaux sociaux. Donc on va parler de ça, je vais vous montrer des images. Et on va parler aussi de Jean-François Roberge, qui est notre ministre de la langue française, il était fâché avec la FAE, avec une sortie qu'ils ont faite, puis on va commenter tout ça. C'était la bataille au niveau des réseaux sociaux. Décortiquer les messages politiques que je vous invite encore à aller dans mes capsules sur Instagram. Vous pouvez aller sur Paulo_Dantas_CA ou aussi sur notre chaîne YouTube Spin Doc Lab, donc vous pouvez y aller chercher, c'est vraiment facile à trouver. Cette semaine, j'ai parlé vraiment, comme j'ai donné l'exemple de Québec solidaire, les tiers partis, les partis qui sont plus petits, la difficulté et les défis qu'ils ont pour rentrer dans l'aréna politique, c'est pas évident, puis vous allez voir ça sur Instagram ou YouTube. Et la quatrième période des questions, il y a une semaine très cocasse parce que The Love's in the Air, on va voir que le ministre Carman, il a fait un sortie un peu comme weird, mais on va voir ça tout ensemble à la quatrième période des questions. Et pour finir, l'Histoire exprès du Québec, je vais parler d'un homme très important qui était aussi dans notre scénario politique. C'est ni l'autre que Jean Lesage, comme les pères de la Révolution tranquille. Il y a des débats là-dessus, mais on va parler de façon générale sur Jean Lesage et sa vie en politique. Donc, sans plus tarder, on revient avec notre Réal politique. Réal politique. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de commentaires par rapport à ce qui s'est passé en Québec solidaire cette semaine parce que tout a commencé la fin de semaine avec la démission qu'elle a démissionné de son rôle de porte-parole, Madame Émilie Lessard-Terrien. Elle a été élue, ça fait comme juste 4 mois. Elle a été élue parce que maintenant s'est laissée. Il y a eu toutes les femmes qui voulaient, Rouba Gazal, Madame Labrie, mais la personne qui a été élue, c'était Émilie Lessard-Terrien. Chose intéressante parce qu'elle a perdu son poste de député en Rouen-Noranda pour un député de la CAQ, mais elle était une co-porte-parole non parlementaire, donc elle n'avait pas été élue, mais c'était déjà les structures de Québec solidaire, c'est un peu différent d'autres partis politiques. Ils ont une structure qui c'est les partis qui étaient derrière tout ça, et les co-porte-parole qui c'est Gabriel Nadeau-Dubois et était Madame Lessard-Terrien qui représentait tout ce qu'il voulait dire. Mais tout ça, ça arrive au moment quand le Québec solidaire est encore fait très mal en sondage et on voit qu'ils ont trouvé un certain plafond qui sont réussi pas à avancer. Donc, tous les scénarios, c'était un scénario de discussion puis de penser un peu les rôles, surtout qu'il y a aussi une partie souverainiste, mais ils ont perdu beaucoup de terrain à cause de PQ qui commence à prendre beaucoup plus de terrain, puis c'est vraiment défini comme le parti des gauches souverainistes. Mais tout ça, ça fait une drôle de réflexion parce que quand ça sortit déjà, la sortie de la madame, c'était un long texte sur Facebook que Madame Lessard-Terrien a écrit. Puis c'est drôle parce que dans les textes, elle n'a jamais mentionné les noms de Gabriel Nadeau-Dubois. Elle dit tout le temps les courtes paroles, se réfère à son titre. C'était très froid comme texte. C'était très comme... Écoute, je voulais me séparer complètement de ces engagements. Puis c'était vraiment difficile de voir ça. J'imagine pour Gabriel Nadeau-Dubois il était embranlé. Et son retour à l'Assemblée nationale, il a pris une journée. Il n'a même pas manqué une journée à l'Assemblée nationale. Il voulait réfléchir avant de parler. Parce qu'après, quand il est sorti, il dit que son souhait, c'est que le Québec solidaire devienne un parti de gouvernement.
C'est ça qu'il voulait dire. Il dit, écoute, moi, je voulais vraiment que Québec solidaire devienne un parti de gouvernement. Puis on sentait qu'il était vraiment emballé avec ce qui se passait. Puis tout le monde comprenait un peu à gauche, à droite, ses propositions qu'il disait. Parce qu'il était inquiet avec les plafonnements. Et c'est sûr que lui, il sait que les partis plafonnent vraiment, qui n'avancent pas vraiment au sondage. Tout ça, ça inquiétait beaucoup Michel Nadeau-Dubois. Puis, il a dit la structure, c'est vraiment lourd. Puis, une chose qu'il a dit, que c'est vrai, il a dit que la structure du parti, c'est vraiment lourd. Il est difficile d'avancer. Puis donc, il propose un refondement du parti. Puis c'est là que c'est intéressant parce qu'il veut vraiment changer la structure. Puis quand on parle de structure, parce qu'il y a une fracture entre la base militante, c'est les structures du parti, c'est ce qu'il appelle le CCN, c'est le comité de coordination nationale. Donc ce comité-là, certains appellent le politburo, c'est là que ce sort des ordres qu'il faut suivre. Mais M. Gabriel Nadeau-Dubois, il a beaucoup de difficultés avec cette structure, c'est la CCN ou la politburo, comme les autres appellent de façon très cocasse, mais il y a aussi l'aile parlementaire parce que les gens qui ont été les candidats, les députés de la CAQ, de Québec solidaire qui ont été interviewés, ils ont dit oui, c'est vrai qu'il faut qu'on pense comme une partie qui aspire gouverner. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, qui était connu pour certains pendant le printemps arabe, c'est sûr qu'il ne veut pas rester tout le temps comme une partie qui se devient une caricature de la gauche très extrémiste, qui n'avance pas. Et tout ça, il veut vraiment changer. Donc, il veut être regardé comme une probable premier ministre. Puis la façon que Québec solidaire fait aujourd'hui, ses propositions, sa lourdeur, ça ne permet pas qu'il lui arrive à ses bouts. Puis ça nous arrive à une réflexion très intéressante au niveau des tiers partis. Les partis qui sont plus petits en politique ont certaines difficultés parce que d'abord, c'est le mode de scrutin. Parce qu'il y en a un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour qui favorise les grands partis. Les petits partis sont en difficulté à cause de notre mode de scrutin de s'imposer dans l'aréna politique au Québec. Ça, c'est les premiers défis qui ont les petits partis ou les partis trop petits. Une autre chose, c'est la question de financement aussi. Les financements, c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas beaucoup ils vont pas à chercher beaucoup de gens, puis tout ça, ça dificulte vraiment la représentation de ces partis-là. Une autre chose, c'est les rôles des médias, parce que les médias, quand on a un nouveau parti, ils vont aller chercher, ils vont interviewer parce qu'ils ont l'effet de nouveauté. Donc, quand Québec solidaire, puis c'était la même chose quand ceux qui ont connu l'histoire, la DQ, c'était la même chose. Ils vont voir qu'est-ce que ça se passe, c'est quoi les DQ, comment que ça fonctionne. Ils vont attirer beaucoup d'attention. La CAQ aussi a attiré beaucoup d'attention en 2011 quand ils ont été créés, mais les médias, des fois, ils vont vouloir donner faire une petite caricature parce qu'ils ont des difficultés d'aller chercher des bons candidats, d'avoir vraiment une proposition qui s'impose. Donc, les médias jouent un rôle très important sans parler que les autres partis vont essayer vraiment de décrédibiliser, de dire que ces partis-là. Donc, ils ne veulent pas laisser les autres partis grandir parce que c'est une autre partie dans l'échiquier politique. Donc, c'est plus des gens à aller chercher. Donc, les médias, les grands partis vont essayer de difficulter aussi les rôles de ça. Donc, ça, c'est quelques défis qu'ils ont des partis comme Québec solidaire. Mais avant de continuer avec Québec solidaire, il faut qu'on comprenne un peu. Là, on comprend les défis qui sont les petits partis, puis tous les défis qu'il y a à Québec solidaire, mais il faut comprendre aussi la naissance du parti. On va faire un peu d'historique du parti Québec solidaire, parce qu'il était créé officiellement en 4 février 2006, donc c'est quand même récent. Puis ces partis politiques, il est né de la fusion. C'était plusieurs fusions, mais il était une fusion entre la Union des forces progressistes, donc la UFP, donc c'était l'Union des forces progressistes, et Option citoyenne. Donc c'est un mouvement politique qui a été créé en 2004 pour ni d'autre que la Françoise David, donc qui était déjà Union des forces progressistes, plus les options citoyennes. Puis, et on se souvient aussi que la UFP était née en 2002 suite à une autre fusion. C'était les Rassemblements pour une alternative progressiste, c'était les RAP, donc Rassemblement pour une alternative progressiste, avec les partis de la démocratie socialiste, c'est les PDS, et sans oublier les partis communistes du Québec. Donc, c'est vraiment un groupe de gens, vraiment des gauches, des fois vraiment des gauches, des gens qui veulent représenter les gens, les vrais mondes, les gens qui sont déjà un peu à marge de la société. Donc, ils ont
toujours eu cette vision des gauches qu'il faut tout changer, puis ils ont toujours voulu être une partie différente des autres. Ça, c'était la base de Québec solidaire. Ils ne veulent pas être une partie comme les autres, et ça. Et c'est ça la difficulté de Gabriel Nadeau-Dubois. Parce que quand il est rentré dans Québec solidaire suite les printemps arabes en 2012, il avait cette idée, ok, c'est clair, puis il était plus dans ses côtés idéologiques vraiment forts, mais il s'est rendu compte à un moment donné, comme tout le monde, que la politique, si tu veux gagner, tu ne peux pas rester dans l'extrême. Il faut que tu centralises ton parti. Puis là, il a compris ça très vite. Puis c'est ça qu'il dit, si on continue avec ça, on va juste être une caricature de la gauche et on ne va rien arriver. Puis c'est pas vraiment ça mon but. Puis on a vu aussi qu'il y avait une autre personne qui a démissionné, puisque après Mme Lessa-Terrien, que c'était aussi Elisabeth Labelle, qui c'était la porte-parole, c'était la responsable des liaisons pour Mme les Athéniens, qui a dit qu'elle démissionnait pour libérer sa parole. Donc, c'est toujours très difficile pour Gabriel Nadeau-Dubois de transiger avec ces deux choses. Là, le parlementaire, des gens qui sont plus conscients, qui disent, écoute, non, il faut qu'on gouverne d'une façon très professionnelle. Et avec cette aile très naïve, très romantique, qui voit les choses d'une façon des fois très utopique au niveau de voir la politique. Et Gabriel Dubois, c'est sûr qu'il s'y penche plus vers une centralisation, une professionnalisation. Mais on voit dans sa façon d'interagir, ses propositions, c'est pas comme on avait Émile Kadé. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont tout dire, le capitalisme, le méchant capitalisme, il faut, si c'est ça. Mais il pense beaucoup à changer ça, mais il frappe les murs. Cette mur idéologique de Québec solidaire, ça va être très, très difficile pour lui. Donc, c'est ça, avec son départ. C'est pas un secret. S'il aspire vraiment à gouverner le Québec un jour, il va falloir qu'il transforme le parti, qu'il arrête d'être cette caricature. C'est pour ça qu'il fait comme un ultimatum. Il met vraiment les pieds, il dit, soit on fait un changement, soit j'ai pas. C'est sûr qu'il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est les tons qu'il laisse, que si ça ne change pas, il ne va pas rester. Puis ça, c'est sûr qu'il ne restera pas parce qu'il ne peut pas continuer dans son parti qui continue comme ça. Et c'est très mal. Mais une fois qu'il a fait ça, qu'il a vraiment mis la barrière, puis il dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il y a des questions qui se posent. Qui va le suivre? Est-ce que l'aile militant qui aime ses partis, qui provoque ses partis un peu qui ne veut pas être comme les autres, est-ce que cette proportion de partis va le suivre? Ou la aile parlementaire aussi, est-ce que eux qui souhaitent vraiment être des ministres, de gouverner, est-ce qu'ils vont suivre? C'est des questions à se poser vraiment parce que tu ne peux pas rester tout le temps en politique sans aspirer d'autres choses. Une autre chose, quelles seront ces propositions? Parce que c'est pas normal que tu as des codes porte. Pour lui, c'est clair que ça ne fonctionne pas, c'est un rôle de code porte-parole. Une chose, c'est que les partis d'opposition, ils vont essayer de refléter le gouvernement. Donc, les chefs d'opposition, c'est la personne qui va répondre à M. Legault. Tu as les cabinets fantômes qui sont ceux qui vont suivre certains dossiers. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont s'y préparer la journée que ça arrive, quand ils vont être au gouvernement, savoir quoi faire. Mais Québec solidaire, c'est très, très, très organique. Ça ne fonctionne pas comme gouvernement. Donc, il va falloir que Gabriel Nadeau-Dubois démontre de façon claire, nette, précise, quelles sont ses propositions, comment il va transformer ces partis-là. L'autre chose, il peut quitter aussi. Il peut s'approcher, mettons, une autre partie à gauche qu'on a, c'est le Parti québécois. Puis c'est une partie qui a beaucoup de... On a déjà vu des gens qui ont traversé, on a vu même M. Legault qui était au PQ, qui est parti, qui a monté la CAQ. On a vu certaines qui sont parties de l'ADQ, sont allées au PLQ, d'autres sont se rejoints à la CAQ. Donc, ça arrive que les gens changent. Bon, peut-être, il va trouver un nouveau véhicule qui est plus pareil, plus proche, comme la façon qu'il voit la politique. Ça pourrait être les PQ. Et qu'est-ce que la dernière question que je me pose, on va voir dans les congrès, qu'est-ce qui feront-ils les rêveurs de Québec solidaire? Les gens qui sont plus idéalistes, les gens qui sont plus dans la philosophie, qui disent « Oh, mais là, la chose, c'est vraiment nice, on aime ça. » Puis ils veulent continuer avec cette forme de caricature. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ça, c'est très difficile aussi. Parce qu'une fois qu'ils étaient défini par tes adversaires comme une caricature, qui l'argent pousse dans ça. C'est très difficile de changer la perception. Puis c'est les rôles de Gabriel Nadeau-Dubois de changer cette perception. Puis c'est ça qu'il va essayer de faire, c'est ça qu'il va se battre. Puis on va voir beaucoup de choses, surtout dans le prochain congrès du Québec solidaire, parce que soit la façon qu'il dit, il faut que ça change. Je vais contrôler, comme disait l'autre, je vais des deux mains sur les volants, puis on va changer quelque chose. On ne peut pas continuer avec cette structure, parce que sinon, on va continuer juste à être une caricature pour que les autres partis politiques continuent à se moquer de nous autres. Donc, c'est ça, c'est pour la réelle politique. C'est un sujet qui a occupé beaucoup de sujets. Et on va tout de suite à notre politique virtuelle.
politique virtuelle, ça, c'était intéressant parce qu'on commence la politique virtuelle. On a parlé beaucoup, même pas nous, mais les gouvernements de Québec a parlé pendant longtemps des Top Guns qui cherchaient pour l'agence santé, qu'il fallait trouver les personnes pour ça. Donc, puis avant l'annonce de la madame ici qui sont élus, puis que je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de gens qui disaient que les gens font beaucoup de sophismes en disant déjà c'est la pente glissante, qui si elle arrive, il y avait des gens qui disaient ah mais elle vient comme elle vient de privé, c'est sûr qu'elle va appliquer toute la mentalité de privé, on va mettre plus de privé en santé puis on va détruire notre système de santé. Ça c'est vraiment les sophismes de la pente glissante, de commencer à voir une chose puis l'autre à partir du moment que tu penses qu'il va être. Donc ça c'est, j'embarque pas là-dedans parce que c'est vraiment pas intelligent, c'est pas bien pensé. Il y a des gens qui ont accusé beaucoup la madame sans qu'elle commence l'émission aussi. Donc, on va donner une chance à her. C'est ça qui c'est une chose très difficile. S'ils ont accepté, mais ils sont sûrs, ils savent à quoi s'attendre. Donc, on va voir à quoi ça va donner. Mais c'est sûr qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Mais une chose que je trouve intéressante au niveau de la politique virtuelle, c'est la façon que M. Dubé a trouvé pour annoncer avant ces deux Top Guns parce qu'on sait qu'il lui, il cultive les sirops d'érable, il produit les sirops d'érable, il a son érablerie maison, puis il fait ça, c'est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qu'il a fait avant d'annoncer la journée? Il a pris une photo sur X avec 2 bouteilles de sirop d'érable de sa érablière. Il était marqué Top Gun, mais il avait 2 bouteilles. Donc, on savait que ça en venait 2 personnes. C'est vraiment une clin d'œil très intéressant avant de faire l'annonce au niveau des réseaux sociaux. Donc, il dit, écoute, il y a 2 personnes qui s'en viennent, mais Top Gun sont prêts. Puis, c'est du sirop d'érable de très bonne qualité. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça va être très bon. Monsieur Dubé qui a fait ça, cette clin d'œil au niveau des réseaux sociaux. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante cette semaine aussi, c'est que on sait que la loi 21, c'est très contesté, qu'il y a des gens qui vont contester. Mais quand on voit certains organismes qui sont impliqués, qui se sont sentis parce qu'il faut juste être d'accord d'une chose, la clause dérogatoire, ça fait partie de la démocratie. Donc les gens qui disent ah mais ça fait partie, c'est pas illégal. C'est ça, c'est une autre affaire si les gens aiment ou pas, mais c'est ça, c'est le gouvernement a le droit d'utiliser. Mais quand on voit la sortie cette semaine, c'est pas beaucoup de gens qui apprennent ça, mais je trouvais intéressant parce qu'on avait la FAE qui dit qu'il va aller vers ça. Donc la FAE, elle va en Cour suprême sur la clause dérogatoire. Là, tout le monde est comme, mais qu'est-ce que la FAE a là-dessus? La FAE, c'est un syndicat, il y a d'autres choses. Mais les syndicats ici, c'est ça que c'est d'autres. Des fois, comme on a vu avec madame de la FTQ qui était à Dubaï dans une conférence sur l'environnement, tandis que tous ses membres étaient en guerre, puis là, était obligé de retourner. Donc, tout ça, c'est ensemble. Mais Jean-François Roberge, qui est le ministre, il a sorti très vite, puis il a écrit ceci sur X. Il dit la FAE est complètement lorsqu'il utilise les cotisations de ses membres pour contester une loi fondamentalement dûment votée. Les Québécois ont fait le choix de la laïcité et la clause dérogatoire est un outil légitime. Nous défendrons la loi 21 jusqu'au bout. Et ici, il a raison. Parce que d'abord, FAE n'est pas voté. Il faut qu'ils protègent leurs membres. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans? C'est ceux qui vont dire nous sommes là pour défendre. Vont sortir les spins, non, là pour nos membres, certains vont être impliqués. Mais je trouve vraiment bizarre que la FAE s'en va vers la Cour suprême à cause de la clause dérogatoire quand tout ça, a été voté de façon légitime à l'Assemblée nationale. On va voir que ça va donner, mais je trouvais vraiment intéressant. Quand j'ai vu ça, il y a beaucoup de personnes qui ont... Ça n'a pas levé l'attention, cette nouvelle de la FAE, mais j'ai trouvé très intéressant qu'est-ce que ça se passait. Je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils font ça, parce qu'à un moment donné, la loi a été votée, puis j'ai toujours un sentiment de doute quand on voit certains organismes qui veulent influencer les lois qui ont été votées. Puis c'est ça la démocratie, la loi a été votée, tu peux utiliser les outils légitimes comme il a raison. La clause dérogatoire, c'est complètement légitime. Il n'y a rien de mal dedans. C'est sûr que les gens vont dire, certains l'ont utilisé plus que d'autres. Puis ça, c'est un débat. On peut le faire, ces débats, mais c'est complètement différent quand on parle du droit d'utiliser ces clauses dérogatoires. Donc, on va voir qu'est-ce que la FAE veut là-dedans. Et après ça, on finit pour parler de notre prochain bloc, la 4e période de questions.
Ben, comme vous savez, vous qui me suivez depuis longtemps, la quatrième période de questions, c'est pas tout le monde qui écoute la quatrième période de questions. C'est pas tout le monde qui écoute qu'est-ce que ça se passe à l'Assemblée nationale. Donc, des fois, je sors des choses plus intéressantes, plus cocasses, plus intelligentes aussi, mais des fois, des choses plus drôles, comme ça se passait cette semaine, parce qu'il y a des échanges très intéressants. Puis, j'ai dit souvent qu'il faut que les gens s'intéressent davantage pour la politique, parce que la politique, elle dirige notre vie chaque jour. C'est toutes les décisions qui sont prises au niveau de notre société. Toutes les décisions sont faites à l'Assemblée nationale. Donc, à un moment donné, il faut que les gens suivent sur leur... Des fois, c'est très intéressant. Allez-y dans un hôtel des villes proches de chez vous. Regardez un peu la période des questions, les commissions. Des fois, ça va vous aider vraiment à comprendre plusieurs choses, surtout ce qui se passe au niveau de notre société. Puis cette semaine, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait un député de Québec solidaire qui questionnait M. Carman. Et M. Carman, écoute, je fais juste une parenthèse parce que M. Carman, il est dans le show depuis un temps avec la DPJ. Et c'est intéressant de voir, puis pour ceux qui ne le savent pas, M. Carman était un qui était depuis le début il était dans des premières réunions de la formation de la CAQ. Donc, c'est un des premiers qui était avec M. Legault. Donc, c'est pour ça qu'il, lui, c'est quelqu'un qui est très loyal à M. Legault, puis il reste toujours. Mais au niveau de communication, il commence à déraper solide. C'est plusieurs discours, plusieurs fois qu'il parle, qu'il prend la parole, puis qu'il dérape vraiment, puis qu'il donne l'impression qu'on comprend trop ce qu'il veut dire, comme la DPJ. Il dit, ah mais là, la DPJ, c'est pas tout le monde qu'il faut qu'il soit là, mais s'ils seront là, les enfants, ils vont où? Puis là, tu as toute la fête, les gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe à la DPJ, puis il tue toujours le même discours, on a mis beaucoup d'argent, puis on a un travail. C'est ça le discours de la CAQ. On a mis beaucoup d'argent, on a toujours travaillé, mais les résultats sont pas là, puis les gens sont de plus en plus. Donc, M. Carman, il devient de plus en plus un maillon faible de la CAQ au niveau des expositions puis d'attaques, parce qu'il est très facile à attaquer. Puis je ne sais pas si c'est tout ça que ça se passe dans sa tête quand il se lève au Salon Bleu, mais il a fait une chose au Salon Bleu que personne n'a compris. Il avait dit une chose, je vais vous montrer, vous allez écouter ça, que tout le monde se posait la question d'où il a sorti ça. Mais ça a donné ceci à l'Assemblée nationale cette semaine. 22. Le ministre délégué aux services sociaux salue la création du comité de suivi de la commission Laurent et il ajoute « Tout ce qui peut et doit être fait dans l'intérêt des enfants est bienvenu ». Eh bien hier, visiblement déçu par sa note au bulletin, le premier ministre s'en prenait au comité dans une attaque à peine voilée. Gênant quand même. Quel manque de considération pour cet important regroupement d'experts qui inclut notamment l'Observatoire des Tout-Petits, le Collectif des Ex-Placés et tant d'autres. Madame la Présidente, on parle d'un comité mis en place par M. Camille Bouchard, l'auteur même du rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Ça arrive des fois qu'on réagisse rapidement sous la pression, ça se comprend. J'offre donc une chance au premier ministre aujourd'hui de faire la bonne affaire. Peut-il faire amende honorable et s'excuser au comité de suivi du rapport-là? Est-ce que le député de Saint-Henri-Santane conteste la parole de Mme Laurent? C'est pas nous, donc c'est pas bon. C'est ça que j'entends, Madame la Présidente. Les travaux vont reprendre bientôt. J'enjoins mon conjoint, mon collègue. Je vais rassurer ma conjointe, Madame la Présidente. Je ne suis pas disponible. Et boy, puis c'est ça que c'est ça. Là, il parlait de qu'est-ce que ça se passe, parce que c'est toute une discussion avec la DPJ. Certains accusent le gouvernement de tabletter les rapports de Mme Laurent. Donc, les gens veulent que ça s'applique, puis tout le temps, là, c'est la même chose. Non, on suit, puis je pense qu'on ne fait pas ça. Puis c'est le discours de la CAQ, mais on connaît la réalité. De plus en plus, ceux qui suivent les nouvelles, ça va vraiment mal à la DPJ. Des histoires d'horreur qu'on voit souvent. Et ça, c'est très, très, très triste. Mais quand M. Carman, c'est ça, il parlait, puis à un moment donné, j'ai assuré mon conjoint, mais pourquoi tu sortes cette phrase? Mais oui, on sait, il est peut-être nerveux, puis la pression commence à monter, mais tout ça, ça montre qu'il a beaucoup de pression sur la DPJ, il a beaucoup de pression, mais pas juste sur Carman, sur la CAQ, parce qu'eux, ils n'ont pas, c'est plein de dossiers qu'ils ne sont pas capables de livrer, et plus ça avance, plus la perception qui monte, c'est que, OK, qu'est-ce que vous avez livré? Rien. Puis ça, c'est très, très mauvais pour la CAQ.
Et quand ça commence, ces choses-là, les gens vont, comme Mme Douranceau aussi, c'est tout le temps la ministre de l'Habitation, toujours sur les spots. Les gens essaient de la pousser parce qu'ils savent qu'elle, des fois, c'est pas vraiment solide. Là, ça commence M. Carman aussi. On a Éric Kerr. Donc, les oppositions, c'est comme on sait, c'est comme les requins, puis ils vont sentir l'odeur du sang, puis quand ils sentent ça, c'est pas bon parce que là, ils vont attaquer. Donc, M. Carman, il faut qu'il fasse beaucoup d'attention parce que ça commence vraiment mal paraître. Bien, on revient pour finir dans quelques secondes avec notre histoire exprès du Québec pour parler de Jean Lesage. Jean Lesage, on va parler de ces grands hommes du Québec et qui c'est nul autre que Jean Lesage. Donc, Jean Lesage, qui est né le 10 juin de 1912 à Montréal, il est reconnu comme le père de la Révolution tranquille. Il dirige sa province durant cette période de profond renouveau dans la vie collective des Québécois. Lesage se présente aux élections fédérales en 1945 et est élu député fédéral de la circonscription du Montmagny. Il siège avec les libéraux dirigés par ni d'autres que le premier ministre William Lyon Mackenzie King. Mais aux élections provinciales de 1960, Lesage s'y bat pour déloger l'Union nationale qui, sous l'autorité de ni d'autres que Maurice Duplessis et ses successeurs Paul Sauvé et Antoine Barrette, gouverne le Québec d'une main de fer et sans interruption depuis 16 dernières années. L'Union nationale était considérée comme une partie corrompue et à la tête d'un vaste système de clientélisme politique, mais il était également conservateur sur le plan social, isolationniste et lié à des prêts à l'Église catholique. Les libéraux des Jean Lesage, par contre, se présentent comme les leaders du nouveau Québec progressiste, urbain et moderne. Un message qui fera vibrer bien des cordes dans une province sur les points de s'engager dans la révolution tranquille. Lesage fait campagne en adoptant les slogans « C'est le temps que ça change ». En juin 1960, les libéraux de Lesage gagnent d'une courte avance, mais leur victoire est historique. Ils délogent ainsi l'Union nationale qui octroie 51 des 95 sièges du Parlement. Lesage lui-même est élu dans la circonscription de Québec-Ouest. Il devient ainsi le 19e premier ministre de la province, assumant ainsi aussi les fonctions des ministres des Finances et plus tard celles des ministres du Revenu et des ministères des Affaires fédérales provinciales. Lesage a dirigé au nom de la Révolution tranquille, son gouvernement réformateur créa nul d'autre que les conditions et les structures sociales, politiques et économiques qui permettront à cette révolution de s'épanouir. L'historien Claude Bélanger a écrit que le gouvernement de Jean Lesage devient le symbole et l'outil de tout un peuple sur la route de son affirmation de soi. La modernisation de la société québécoise et la sécularisation est en arrache de l'emprise de l'Église catholique constituent les principaux objectifs de Jean Lesage. Les projets les plus ambitieux de Lesage, et sans aucun doute son legs les plus importants, fut la nationalisation de 11 sociétés privées de production d'électricité. Avec René Lévesque comme personne ressource pour le projet, le gouvernement parvient à emprunter 300 millions de dollars auprès des banques new-yorkaises après s'être vu refuser des prêts à Montréal et Toronto et pour ainsi racheter ces sociétés privées puis les fusionner pour former une unique société de services publics connue comme Hydro-Québec. L'immense ressource hydroélectrique de la province, déclare le gouvernement, seront utilisées pour accélérer son développement et répondre aux aspirations nationalistes croissantes de son peuple. En 1962, Lesage déclenche une élection surprise qui s'avéra en fait un véritable référendum pour les plans de création d'Hydro-Québec. Cette fois, le slogan de Lesage est « Maître chez nous ». Son gouvernement est récompensé et obtient une confortable majorité. Pendant 6 ans, Lesage a capitalisé sur la vague croissante du nationalisme, mais celui-ci se place dans un porte-à-faux de plus en plus périlleux par rapport au reste du Canada et au gouvernement fédéral. Les terroristes séparatistes ont déjà commencé à faire sauter des boîtes aux lettres et
des armoiries au nom de l'indépendance. Déjà en 1966, les sages trouvent qu'il lui est de plus en plus difficile de maîtriser les débordements de mouvements nationalistes. L'Union nationale, sous la nouvelle direction de Daniel Johnson, est embarquée dans le même train. Cette année-là, lors de l'élection provinciale pour laquelle seul un petit nombre avait osé envisager la défaite des Sages, l'Union nationale remporte sa victoire avec 56 sièges contre 50 aux libéraux. En 1970, il se retire finalement de la vie politique et occupe des postes au sein des conseils d'administration de nombreuses sociétés jusqu'à sa mort en 1980. Donc ça, c'était notre grand Jean Lesage. C'était un homme vraiment remarquable. C'était une personne qui a fait partie de notre histoire. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le Québec, surtout quand on parle de la Révolution tranquille et qui Hydro-Québec avec nul autre que René Lévesque. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Pour moi, c'est toujours un plaisir de parler d'histoire, de parler de Québec. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis encore à la prochaine. Bye bye!